Bonjour et bienvenue sur J'Immigre au Canada. Cette semaine, ma famille et moi, nous fêtons notre 7e année au Canada. Le temps est passé très vite, extrêmement vite. Aujourd'hui est venu le moment de faire un petit bilan sur ces 7 années passées sur le sol canadien. Voir un petit peu les choses qui se sont bien passées, d'autres choses qui se sont moins bien passées. Est-ce qu'on a des regrets? Certainement, des regrets, il y en aura toujours. Je vous laisse ça jusqu'à la fin parce que je veux vraiment insister sur les points positifs. Je suis quelqu'un de positif et en immigration, il faut toujours être positif. C'est quelque chose que je répète tout le temps. Et on regarde ça tout de suite ensemble. C'est toujours compliqué de structurer des vidéos comme celle-là, surtout quand il s'agit de témoignages, parce qu'on veut parler un peu de tout. Je vais quand même essayer de structurer la chose pour vous emmener un petit peu dans le temps, depuis notre arrivée jusqu'à aujourd'hui. Et je vais décrire plusieurs aspects, notamment l'aspect professionnel, l'aspect financier, l'aspect social. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais pour moi, déjà, pour commencer, il y a deux Canada. Le Canada avant la pandémie et le Canada après la pandémie. J'imagine que c'est la même chose partout, avec l'inflation, avec tous les problèmes qu'on a connus, avec les problèmes sociaux qu'il y a eu juste après ou pendant. Et je peux vous dire qu'il y a eu un très très grand impact, que ce soit sur notre vie, sur la vie des gens qui nous entourent et sur le pays en lui-même. Alors commençons par le commencement, l'adaptation. Est-ce qu'on s'est adapté? Eh bien, on s'est adapté très vite. Moi, peut-être un peu moins. Ça a été beaucoup plus rapide pour ma femme. Bizarrement, et je dis bizarrement parce que ce projet-là, c'est un petit peu moi qui y tenais. Dans un couple, dans un projet d'immigration, c'est toujours qu'il y a un meneur et un suiveur. Et c'est moi en fait qui avait conduit en fait ce projet depuis le début. Ma femme était hésitante, pour pas dire autre chose, mais vraiment très très hésitante. Elle ne voulait pas forcément immigrer. Et par contre, l'accord qu'on avait eu, c'était que, allez, on commence la procédure, on la finit et on décide après. Et le déclic vraiment qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a fait notre visite exploratoire au Manitoba, on avait visité une école, elle avait vu un petit peu comment les enfants s'y plaisaient, comment ils jouaient, comment l'environnement était positif. Et là, il y a eu un déclic dans sa tête et c'est elle ensuite qui voulait absolument immigrer au Canada. Alors pourquoi j'ai eu du mal à m'adapter au début? C'était plutôt l'aspect social et professionnel. Donc, je venais d'une entreprise où les choses étaient socialement très très engagées, on était très impliqués entre nous. Le matin, on se retrouvait tous, on prenait des croissants et puis on s'asseyait, on parlait de nos vies, on parlait travail, on parlait de beaucoup de choses. Et pendant la journée, voilà, on était bloqués tous ensemble pendant 8 heures, 9 heures, 10 heures, dépendamment des journées. Et c'était quand même plaisant, c'était quand même plaisant. J'arrive au Canada, première des choses, déjà, c'est qu'il faut revenir en arrière en termes professionnels. Ce ne sera pas le cas de tout le monde. Pour moi, ça a été le cas, donc j'ai dû accepter le fait de ne plus être manager. C'est une chose à laquelle je m'étais préparé psychologiquement, mais je peux vous le dire aujourd'hui, quel que soit votre degré de préparation, c'est quelque chose qui fait mal à votre ego, qui fait mal à vous-même. C'est dur de se retrouver à faire des choses qu'on faisait il y a 15 ans, il y a 10 ans, de devoir faire des choses de base, quoi. Et ça a eu quand même un gros impact sur mon moral et sur mon adaptation. D'un autre côté, mon épouse, qui est beaucoup plus sociable que moi, elle s'est adaptée extrêmement vite et je vais dire heureusement parce que c'est elle qui a pu équilibrer en fait les choses. Moi, de mon côté, j'étais un petit peu triste du fait de ne plus avoir en fait mes amis autour de moi. Ça a été difficile du fait de ne pas avoir un poste de travail qui me convenait, qui convenait à mon expérience. Mais le fait de voir déjà son épouse heureuse, positive, le fait aussi de voir mes enfants heureux, et ça je vais y venir, tout ça, ça a permis que je me sente vraiment bien au final. Parce que même s'il y avait des points négatifs autour de moi, le plus important, c'est que
ma famille se sentait bien et je savais que pour moi ça allait être temporaire et ça a été le cas. Alors qu'est-ce qui a aidé un petit peu cette adaptation? Pour moi, personnellement, ça a été le sport. Le foot a vite fait que je puisse m'intégrer rapidement dans la société. J'ai eu plein d'amis francophones. On avait une équipe de foot qui était composée de joueurs venus de France, de joueurs venus d'un petit peu partout d'Afrique. Donc on se retrouvait entre nous, on parlait français. Il y avait des joueurs canadiens, des franco-manitobains. Puis ça a fait que on a pu créer une petite synergie. On sortait ensemble, on se voyait, on allait boire des coups ensemble. Ça, c'est des choses qui vont vous permettre de mieux vous intégrer. Donc si par exemple vous pratiquez un sport, si vous avez une passion par exemple pour la musique, n'hésitez pas à sortir et à profiter de ces choses-là pour vous connecter avec les autres gens. Parce que si on reste à la maison, eh bien rien ne va arriver. Que ce soit professionnellement, que ce soit socialement, que ce soit sur l'aspect bonheur, il ne peut pas y avoir de bonheur quand on reste à la maison. Et je dis ça alors que je suis très très casanier. Je suis quelqu'un qui aime bien rester à la maison, qui, voilà, vous me donnez un PC ou une console, bon la console c'était il y a longtemps, mais je peux parfaitement survivre et vivre avec un PC et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, mais il va falloir faire l'effort comme j'ai dû le faire et je l'ai fait avec plaisir parce que il y a des choses qui me plaisaient dehors, il y a des choses que j'aimais faire et je les ai faites. Côté adaptation aussi, on va parler du froid. Alors la première année n'a pas été très froide pour nous en 2016, je dois l'avouer. Winnipeg et le Manitoba, c'est une ville et une province qui sont très très froides, ça n'a rien à voir avec les provinces de l'Est par exemple. Mais je dois dire que j'ai été agréablement surpris, du moins, ou au moins la première année, parce que c'était vraiment supportable. C'était supportable. On s'est quand même équipé pour. Ou du moins, on a bien investi dans de bonnes vestes, dans des collants, dans des gants, des chaussettes, des bonnets, tout ça. Ça, c'est des choses qui ont été primordiales un petit peu dans notre adaptation parce que le fait d'être confortable en hiver, le fait de pouvoir sortir, de faire des activités, nous a énormément aidé. Et encore une fois, je dois ça énormément à ma femme parce que je suis frileux. Je suis un gars qui est frileux. Je n'aime pas le froid. Je déteste ça. Mes mains se congèlent très très vite. Mes pieds aussi. Ma femme, à l'opposé, adore le froid. Elle aime bien ce temps-là. Sa meilleure saison, c'est l'automne. Moi, ça reste l'été. Et le fait qu'on ait encore une fois cet équilibre, qu'elle aime les saisons que je n'aime pas et que j'aime les saisons qu'elle n'aime pas, ça a permis un petit peu que l'un des deux pousse l'autre à sortir, à aller quelque part, à apprécier un petit peu ces moments-là. Je parlais des enfants plus tôt. Alors je vous dis tout de suite, les enfants se sont adaptés, mais comme... Voilà. Ça a été aussi rapide que ça. Je le dis tout le temps, les enfants, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter, surtout pour ceux qui sont très jeunes, ils s'adaptent très très vite. Même si on est dans une province anglophone, je dois le dire, ça a été un petit peu compliqué pour une de nos filles. Alors on est venu, on avait 2 filles, aujourd'hui on a 2 filles et un garçon, le garçon est né ici. Pour la deuxième, les choses étaient un petit peu compliquées parce qu'elle était dans une garderie où elle ne comprenait absolument rien. Pourtant c'était une garderie francophone, mais pour elle c'était compliqué de comprendre l'accent. Donc il y avait des mots qu'elle ne comprenait pas et elle a un caractère assez spécial. Donc quand elle ne comprend pas, quand il y a quelque chose qui l'embête un petit peu, elle se renferme sur elle-même. Pendant une année, elle n'a pas parlé en garderie. Une année. On s'inquiétait énormément. On se disait qu'il y avait un problème, c'est-à-dire que en garderie, elle ne disait aucun mot. Elle venait à la maison et c'était une petite pipelette. Alors on s'est posé des questions, on a parlé à la directrice et cette dernière nous a vraiment rassurés, nous a dit écoutez, j'ai l'habitude, je vois des enfants d'immigrés tout le temps, je comprends, vous parlez français, notre français est différent, donnez-lui du temps, ça va aller. C'est exactement ce qui s'est passé. Elle avait 4 ans quand on est arrivé, donc assez jeune, puis une année après, on ne pouvait plus l'arrêter de parler. L'autre point qui nous faisait un petit peu peur avant d'arriver, c'était l'anglais. Est-ce que nos enfants vont parler anglais? Alors nos enfants sont dans le circuit francophone, donc ils sont dans une école de la division scolaire franco-manitobaine, donc c'est un
programme français à 100%. C'était un choix réfléchi parce qu'on avait quand même plusieurs options. On avait le programme français, on avait le programme d'immersion et il y avait le programme anglophone. Le programme d'immersion, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que ce n'est pas un programme pour apprendre l'anglais. C'est un programme francophone qui est destiné aux enfants dont les parents ne sont pas francophones. Donc c'est quoi? C'est vraiment le même programme, à peu près le même programme francophone que les écoles francophones de la division scolaire franco-manitobaine. Mais c'est un programme un petit peu allégé. Pourquoi? Parce que le niveau est un peu plus faible, les enfants ne parlent pas français à la maison, donc on doit y aller un petit peu plus lentement avec eux. Donc pour nous, ça c'était exclu, on voulait que nos enfants gardent le français. Et je me souviens ce qu'on nous disait au tout début, c'était « Ne vous inquiétez pas, l'anglais c'est comme la grippe, on l'attrape ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est incroyable comment les enfants switchent à un moment donné. Et aujourd'hui, par exemple, ma fille de 12 ans, quand elle est avec ses amis, c'est de l'anglais pur et simple. À l'école, ils les obligent à parler français. Alors, juste pour comprendre un petit peu, les enfants sont obligés de parler français dans les couloirs, en cours, dans la cour. Pourquoi? Parce que l'anglais va prendre sa place très doucement et comme c'est une langue assez facile, assez permissive, pour les enfants ça va beaucoup plus vite et donc ils préfèrent parler en anglais qu'en français. Alors, encore une fois, les enfants, il ne faut pas s'inquiéter. La langue, il ne faut pas du tout s'inquiéter parce qu'une fois qu'ils passeront en 4e année, je pense que c'est à partir de la 4e année là que les choses commencent à changer, quand ils commencent à avoir des cours d'anglais, là, ça commence à switcher et puis dès qu'ils commencent à approcher voilà, 10 ans, 11 ans, 12 ans, ça y est, c'est fini. Après, le challenge, c'est vraiment de garder le français. Et je peux vous dire que ça, c'est un des plus grands challenges aujourd'hui. C'est de garder le français, de garder aussi sa langue natale. Pour nous, alors, on parlait français à la maison, mais je sais que j'ai des amis qui insistent, par exemple, pour garder la langue arabe. J'ai d'autres amis philippinos qui insistent pour garder le tagalog. C'est compliqué. C'est compliqué, il faut y mettre du temps, il faut y mettre de l'énergie. Mais même aussi pour le français, surtout par rapport à l'écrit. L'écrit, alors dans les écoles canadiennes, c'est très permissif. C'est-à-dire c'est vraiment pas l'éducation qu'on a eue nous, où l'orthographe était très important. Ici, c'est beaucoup moins important, donc il va falloir mettre du temps, il va falloir se concentrer avec les enfants pour qu'ils aient quand même, pour qu'ils gardent un certain niveau, que ce soit à l'écrit, mais aussi au parler. Donc pour résumer encore une fois, les enfants, vraiment, ne pas s'inquiéter, surtout quand ils sont jeunes. Quand ils sont un peu plus âgés, je dirais l'âge du collège ou l'âge du lycée, là il va falloir mettre un petit peu plus le focus sur eux, bien leur parler, parce que l'intégration est compliquée. Quand ils viennent à cet âge, en général les enfants, ils parlent en anglais entre eux. Et si votre enfant ne parle pas anglais, ça va être quand même un petit peu compliqué pour lui. Alors, soutenez-les, faites un suivi avec eux et ne vous inquiétez pas, tout ira mieux. Faites juste attention, bien sûr, aux fréquentations, comme un peu partout. Ici, il y a quand même beaucoup de tentations. Je pense aux drogues, je pense au sexe, je pense à beaucoup de choses. C'est des choses dont il va falloir parler avec vos enfants. Même si vous n'avez pas l'habitude dans votre éducation, même si c'est des choses dont vous ne parlez pas à la maison, oubliez un petit peu ces réflexes. Ici, vous devez être une personne beaucoup plus ouverte. Vous devez communiquer beaucoup plus avec vos enfants parce que c'est primordial. C'est primordial. La société est différente. Les tentations sont différentes. Les sujets de discussion sont différents. C'est des choses dont il va falloir parler à vos enfants, puis enlever un petit peu ce côté retenu, ce côté où, voilà, comme le faisaient peut-être vos parents avec vous, comme le faisaient les miens avec moi, on ne parlait pas de certains sujets, on les évoquait comme ça de façon mystique. Ici, ce n'est pas le cas. Il va falloir vraiment s'impliquer avec ses enfants et puis leur ouvrir les portes et en faire vos amis, tout simplement. Si vous tenez à leur éducation et si vous tenez à vos valeurs, et s'il y a certaines choses qui vous déplaisent dans la société canadienne, ce qui peut être le cas, eh bien, il va falloir, encore une fois, garder le dialogue toujours ouvert avec vos enfants et en faire vos vrais amis ici. Alors, sur l'aspect professionnel, je dois dire qu'on a eu quand même énormément de chance. Personnellement, je n'ai
pas à m'en plaindre, ma femme non plus. Mais il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est garanti. C'est quelque chose sur lequel on a travaillé pendant longtemps, avant même d'arriver ici. On s'est beaucoup préparé. Moi, par exemple, mon anglais était quand même assez bon quand je suis arrivé, donc j'ai pu décrocher un job assez rapidement. Mais je n'ai pas pu faire ça tout seul. J'ai eu de l'aide d'une amie qui est installée ici et envers laquelle je suis très très redevable parce que voilà, ça m'a permis d'avoir un entretien tout de suite en arrivant. Bon, bien sûr, j'ai eu un petit peu de chance qu'il y avait un poste de disponible quand je suis arrivé directement, un poste de bilingue où on avait besoin de quelqu'un qui parlait français. Donc j'ai été recruté comme account executive, donc c'est comme un gestionnaire de compte, mais pas au niveau manager. Donc je gérais des comptes et en interne on parlait en anglais, puis en externe j'avais des clients francophones. Donc les choses se sont très très bien passées, mais c'est quelque chose encore une fois qu'on a dû construire. C'est-à-dire que cette personne-là, je ne la connaissais pas avant, je ne la connaissais pas en Algérie, je l'ai connue sur Internet en faisant mes recherches, on a beaucoup discuté, on est devenus amis au fur et à mesure, donc avec elle, avec sa famille, moi, c'est devenu une amie à mon épouse aussi. C'était pas des choses comme ça calculées, mais c'est des personnes avec qui on avait des points en commun, et puis on en a voilà, profité pour construire quelque chose de très amical, pour construire, je dois dire, une deuxième famille ici. Parce que c'était très très important, surtout quand on vient dans une province où il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes de votre communauté. Parce que qu'on le veuille ou pas, on va naturellement toujours essayer de se connecter avec les gens de sa communauté. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. C'est pas la meilleure des choses, dans le sens où il faut aussi être ouvert aux autres communautés. Mais ça vous permet, votre communauté vous permet d'aller beaucoup plus vite parce que vous avez les mêmes codes sociaux, vous parlez la même langue, vous parlez des mêmes choses, vous cuisinez la même chose. Donc vous allez beaucoup plus vous intégrer avec votre communauté qu'avec les autres, ce qui est tout à fait normal. Et ensuite, vous allez pouvoir ouvrir les portes à d'autres personnes, à d'autres cultures. Donc ce que je disais, c'est que le fait de construire ces liens bien avant d'arriver ici, encore une fois, on a eu la chance de faire une visite exploratoire, donc on a pu rencontrer ces personnes-là avec lesquelles on parlait uniquement sur Facebook, au téléphone. Ça nous a permis d'avoir déjà quelqu'un sur qui on pouvait compter. C'était et c'est toujours des personnes extraordinaires. Voilà, si vous pouvez trouver quelqu'un qui peut vous aider dans ce sens-là, mais il faut essayer aussi vous, de votre côté, de donner quelque chose à ces personnes-là. Parce que je me rends compte, c'est que les gens essaient toujours d'avoir une relation à sens unique. C'est-à-dire que j'ai besoin de toi, j'attends de toi que tu m'aides, et ok, je vais te dire si tu as besoin de moi, je serai là. Non, il va falloir mettre aussi, ou faire aussi des efforts de votre côté. Parce que, voilà, c'est pas juste une histoire de ne pas se sentir redevable ou quoi que ce soit envers la personne, mais c'est juste des codes sociaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je dois avoir une relation avec une personne, une relation amicale, il faut que les choses aillent dans les deux sens. C'est-à-dire il faut que j'apporte quelque chose à cette personne-là. Je ne parle pas de choses matérielles. Je parle aussi de présence, de discussion, de conseils, lui donner comme ça un entourage qui peut lui ramener des choses positives. Donc avec moi, avec ma famille, avec mes enfants, voilà. C'est des choses qui sont importantes dans la vie et qui aident beaucoup de nouveaux immigrants à pouvoir s'intégrer et qui aident aussi les anciens immigrants à pouvoir garder un petit peu ce lien avec leur pays et à pouvoir socialiser, ce qui est quelque chose de très très important dans un pays comme le Canada. D'un autre côté, si je dois parler de mon épouse, alors ce qu'on avait décidé au début, c'était on arrive au Canada, tu te reposes. Tu te reposes pendant une année. J'en parlais dans une autre vidéo, elle avait un travail assez stressant et on avait décidé qu'elle allait se reposer. Malheureusement, on arrive ici, on voit un petit peu combien coûte la vie après avoir payé le loyer et tout. Les choses étaient dans le négatif. Donc là, on s'est dit, hop, c'est pas ce qu'on avait prévu. Ça va pas être simple avec un seul salaire. Donc, elle a décidé de prendre un job. Et pour elle aussi, je dois dire que ça a été facile. Ça a été facile, mais ça a été déclenché. Je parlais d'elle, c'est qu'elle est très sociable. Donc, ce qu'elle a fait, elle sortait, elle allait toquer aux portes
des bureaux, des entreprises. Donc elle allait avec son CV en disant voilà, je cherche un job, je suis francophone, mon anglais n'est pas excellent, mais par contre je suis quelqu'un de très positif et je suis quelqu'un qui peut apporter un plus. Elle a fait ça, je pense, avec 2 ou 3 entreprises et elle a été prise tout de suite. C'est-à-dire que sa recherche a duré peut-être une semaine. Je dis pas que c'est quelque chose qui est voilà, très commun, on peut pas forcément trouver du boulot aussi rapidement, mais si on déclenche les choses, si on met la main à la pâte, eh bien les choses vont se passer de toute façon mieux que si on ne faisait rien. Ça c'est clair, net et précis. Alors elle a passé 2 ans dans cette entreprise, puis elle est tombée enceinte de notre fils, elle a pris son congé maternité, et entre-temps elle a décidé de repartir aux études pour devenir prof. Ça lui a pris 3 ans d'études, 3 ans encore une fois avec un seul salaire. Ce qu'il y a de bien quand on est étudiant, c'est qu'on obtient des bourses et des prêts. Donc ça nous a permis de soutenir un petit peu les choses financièrement. Donc aujourd'hui, elle est prof à temps plein, elle est très heureuse. Ce n'est pas un travail simple, ce n'est pas un travail facile, mais c'est un travail quand même qui a beaucoup d'avantages, qui lui permet d'avoir des vacances qui sont alignées aux vacances des enfants et qui lui permet d'avoir 2 mois de vacances en été, ce qui n'est pas négligeable. Et on est très très content, elle est très contente de son travail. Personnellement, je suis aussi très content, voilà, je suis heureux, je suis fier d'elle parce que repartir aux études comme ça, c'est pas facile quand on a plus de 30 ans. Et je sais que beaucoup le font quand ils arrivent au Canada, donc c'est une option à garder en tête. C'est pas une option que nous on avait envisagé au début. Il faut rester ouvert à cette option parce que ça peut vous donner un petit peu, ça peut vous ouvrir des chemins que vous n'avez pas forcément envisagé, un peu comme nous. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire, c'est-à-dire ne pas l'envisager dès le début, se dire que ça reste une option. Et puis une fois que vous êtes ici, si vous voyez des opportunités, eh bien allez-y, devenez étudiant. Décrocher un job dans un domaine qui est tout à fait différent du vôtre, selon les opportunités, selon le marché du travail, et vous allez voir, les choses peuvent être très très positives. Sur l'aspect financier, qui est très lié bien sûr à l'emploi, à la profession que vous exercez, je pense qu'il y a quand même un bilan à tirer sur ce point. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les 2 premières années d'un immigrant, en tout cas du moins au Manitoba, sont peut-être les années les plus intéressantes et les moins stressantes. Pourquoi? Parce que quand on arrive, on a toutes les allocations qui sont au maximum. Les allocations pour les enfants, allocations logement, tout. L'État, il faut le dire, nous aide énormément. Et plus on gagne comme salaire, plus on fait de revenus, moins on va toucher. Donc en fait, les choses vont s'équilibrer. D'accord? Malheureusement, les salaires n'augmentent pas aussi rapidement que les aides continuent à diminuer. Nous, de notre côté, ce qui a été vraiment très très douloureux, ça a été la garderie. C'est-à-dire, il y avait des mois avec 3 enfants où on payait 1300 $ de garderie. Avec 3 enfants et 2 enfants qui allaient uniquement l'après-midi après l'école. Donc c'est des choses qui quand même ont un impact financier énorme. Mais je dirais financièrement, depuis la pandémie, les choses sont beaucoup plus difficiles pour tout le monde. Donc on fait beaucoup plus attention, on mange peut-être beaucoup moins de viande qu'avant, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, manger moins de viande rouge. Mais voilà, on va ajuster un petit peu, on a dû ajuster nos habitudes, un petit peu comme tout le monde. Hein. Mais je pense que financièrement, il faut juste se mettre en tête que le Canada n'est pas un pays où on peut devenir forcément riche, cela je l'ai dit sur d'autres vidéos, mais c'est un pays où on va toujours s'en sortir, si on sait faire attention. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a l'habitude dans nos pays de toujours trouver en fait des solutions. Voilà, je viens d'Algérie, vous venez certainement d'un autre pays africain, européen. On a toujours de la famille autour de soi, on connaît un petit peu quelques petites astuces pour pouvoir s'en sortir, là où on peut acheter le moins cher. Et dépendamment de là où vous allez habiter au Canada, parfois ça devient très très compliqué. Dieu merci, pour nous, les choses se sont quand même assez bien passées. Pour moi, le plus important aussi, c'était de penser à demain, surtout pour ce qui est retraite, surtout pour ce qui est on sait jamais. La première des choses qu'on avait faites quand on était arrivé, c'est de prendre une assurance vie. On a fait nos calculs et on s'est dit, bon, si demain j'arrivais à disparaître ou si mon épouse arrivait à disparaître, on aurait besoin de temps
pour que les enfants puissent aller aux études, pour qu'on puisse payer notre maison. Donc des choses comme ça qu'il va falloir certainement de votre côté anticiper. Peut-être prendre des assurances vie. Personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même très très important, surtout lorsqu'on a des enfants et lorsqu'on commence à avoir des dettes. Par exemple, si on prend une hypothèque pour une maison, si demain j'arrive à disparaître, je ne pense pas que ma femme pourrait subvenir à ses besoins uniquement avec son salaire alors qu'elle a une traite à payer pour la maison. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir encore une fois essayer d'anticiper. Et c'est des choses quand même qui vous rendent un peu plus serein. Voilà, ça a été ça le cas pour nous. C'est-à-dire, je me dis qu'aujourd'hui, si demain il m'arrive quelque chose, ben, ma famille est couverte. Donc ça m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. Aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent un petit peu sur les médias sociaux, c'est les investissements immobiliers. Je me suis engagé dessus avec l'aide d'amis ici, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Je voyais que beaucoup d'amis avaient beaucoup de succès avec ça. Et je me suis dit, ok, je suis arrivé au Canada à plus de 30 ans. Le système de retraite n'est pas parfait. Et en parlant de retraite, j'aurai bientôt une vidéo qui parle de ça et je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe. Je referme la parenthèse. Et donc pour moi, système de retraite imparfait, des revenus moyens, je dirais. Hein. On ne gagne pas notre vie, voilà, on n'est pas millionnaire, mais on arrive quand même à mettre de côté, mais c'est pas forcément assez. D'accord? Donc on se disait, ok, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour contrer un peu tout cela et pour se préparer à demain. Donc on a vu un petit peu et on a décidé d'investir dans l'immobilier. Je fais ça depuis quelques années aujourd'hui et je peux dire que c'est certainement la meilleure décision que j'ai pu prendre depuis que je suis ici. Même si le marché a été fortement déstabilisé depuis qu'il y a eu la hausse des taux d'intérêt, donc ça c'est un stress en plus pour moi et pour tous les investisseurs immobiliers. Mais si par exemple vous avez des plans de rester ici à long terme et si vous avez le même stress que j'avais par rapport à la retraite, eh bien je peux vous dire que l'immobilier ça reste un des meilleurs investissements ici au Canada parce que le marché est dynamique, parce qu'il y a une forte demande par rapport au loyer. Il ne faut pas se dire que c'est quelque chose de passif. L'immobilier n'est pas du tout passif, c'est-à-dire qu'on doit gérer tout cela, hein, gérer les travaux, gérer les locataires. C'est un travail quand même je dirais pratiquement à temps plein. Donc il va falloir se préparer par rapport à cela et puis se dire, moi, comment je me vois d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, comment je vais prendre ma retraite? C'est la question que je me suis posée et la réponse a été l'immobilier. Pour d'autres personnes, ça va être la bourse. Pour d'autres personnes, ça va être juste mettre du cash de côté. Mais voilà, aujourd'hui, après 7 ans de vie ici, après plus de 5 ans d'investissement immobilier, je peux dire que je suis très content. C'est vraiment un des points positifs que j'ai pu garder aujourd'hui de toute cette vie ici au Canada. L'autre aspect que je voulais évoquer, et je pense que c'est un des aspects les plus sensibles quand on arrive ici, c'est l'aspect social. Socialement, je dirais que ça a été vraiment extrêmement challenging. J'utilise le mot en anglais. Ça a été difficile, surtout depuis la pandémie. Depuis qu'on est arrivé, on a toujours été très bien entouré. On avait des amis un petit peu partout dans la ville. Malheureusement, avec le temps, certains ont quitté la province, sont partis ailleurs. Certains sont revenus dans leur pays. Et voilà, aussi, voilà, les affinités changent avec les personnes. Donc, il y a de nouvelles personnes qui viennent, il y a d'autres personnes qui partent. Ça a été difficile et je pense que c'est le cas d'un petit peu tout le monde. J'ai l'impression que quand on est immigrant, on est forcément déçu avec le temps. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est loin de sa famille, loin de ses racines. On va se retrouver parfois à fréquenter peut-être des personnes qu'on n'aurait peut-être pas fréquenté quand on était chez nous, mais voilà, on va essayer de combler un certain vide en s'attachant à certaines personnes et malheureusement, il s'avère que c'était pas forcément le meilleur choix. Mais voilà, je dis pas que moi je suis parfait ou ma famille est parfaite ou voilà, c'est juste que c'est un des challenges de la vie ici, l'aspect social. Et encore une fois, depuis la pandémie, les gens se sont recroquevillés un petit peu sur eux-mêmes, les portes ne s'ouvrent plus comme avant. Même nous, on n'a plus envie de sortir et de profiter de la vie comme avant. Et en plus de ça, il faut rajouter l'inflation. L'essence aujourd'hui coûte très cher. Avant, on sortait tout le temps, on prenait la voiture et on allait à droite, à gauche, on
comptait pas. Aujourd'hui, on doit compter ses sous. C'est clair. Pour ceux qui ont une hypothèque avec un taux variable, je peux vous dire que c'est très difficile. Je suis dans ce cas-là. Les paiements ont doublé depuis qu'on a pris notre hypothèque. Il y a certaines personnes qui peuvent y faire face, d'autres personnes ont eu beaucoup de difficultés. Anyway, ça c'est des choses qu'il va falloir essayer d'anticiper. Je dois dire aussi que socialement, on a quand même eu beaucoup de points positifs. On s'est ouvert quand même à plusieurs personnes, à plusieurs origines. On ne va pas forcément rester uniquement entre Algériens ou Maghrébins. Nos amis viennent d'un peu partout dans le monde. Mais encore une fois, c'est vraiment ce manque d'énergie et le fait d'être un petit peu sous pression financière. Tout le monde en souffre aujourd'hui. Si, par exemple, je devais comparer le Canada d'aujourd'hui au Canada d'il y a 7 ans, c'est le jour et la nuit, et ça tout le monde vous le dira. Aujourd'hui, la vie est beaucoup plus difficile, donc je pense vraiment aux gens, à vous, qui allez venir vous installer bientôt. Vraiment, préparez-vous très très bien pour ça. Préparez-vous à devoir faire des menus, préparez-vous à devoir faire des calculs, des budgets, parce que, voilà, ici, ce n'est pas la même chose que chez nous ou ailleurs, même si je sais que tout le monde souffre en ce moment, que ce soit en Europe, en Afrique, mais ici, on n'a pas le droit à l'erreur. On vient avec des fonds limités et on n'a pas de famille autour de nous. Si, par exemple, à Alger, je n'ai pas de quoi manger, je me retourne vers mes parents et je leur dis, voilà, aidez-moi, ils vont m'aider. Mais aujourd'hui, si mes parents doivent m'aider, le dinar au Canada ne vaut pas grand-chose. Donc tout un salaire en Algérie, ça va être peut-être une semaine de course seulement ici au Canada. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir essayer d'anticiper, encore une fois, et se dire que socialement, ça risque d'être difficile. Socialement, on va toujours essayer de se reconcentrer sur soi-même, sur sa famille. Ça, c'est des choses qui vont devoir changer pour ceux qui sont pas très impliqués avec leurs enfants, avec leurs épouses ou leurs époux. C'est quelque chose que vous allez devoir de toute façon ajuster ici parce que socialement, les personnes les plus proches de vous, ça va être votre famille directe et personne d'autre. Pour les célibataires, eh bien, il va falloir aller et explorer les horizons. Pour nous, ça a été difficile les 3 dernières années. Les premières années, comme je le disais, ça a été assez simple, c'était génial, c'était de très très bons moments. Mais encore une fois, ça fait partie de la vie, on évolue, les choses changent et on espère que les choses vont aller de mieux en mieux avec le temps. J'aimerais rajouter un autre point à ce bilan, c'est vraiment les parents, l'éloignement géographique, parce que c'est une crainte que la plupart d'entre nous ont. En arrivant ici, au Canada, on se dit toujours qu'on va laisser nos parents derrière nous et qu'ils vont être tristes, qu'ils vont se retrouver seuls. Pour nous, le bilan reste quand même très très positif par rapport à cela. C'est-à-dire que oui, le départ a été difficile, on a laissé les parents derrière nous. Je pense par exemple à moi qui ai laissé ma mère seule à Alger. Je suis parti et jusqu'à la dernière minute, je lui demandais, en fait, je lui disais, écoute, si tu ne veux pas que je parte, je ne partirai pas. Voilà, c'est comme ça que nous sommes, c'est comme ça qu'on gère un petit peu nos relations familiales. Et ma mère a insisté pour que je parte parce que voilà, elle me disait, écoute, je sais que tu le fais pas pour toi, tu le fais pour tes enfants. Tu as ma braka, comme on dit. On va demander l'aval de sa mère ou de son père, c'est toujours comme ça. Mes beaux-parents aussi, on a eu leur consentement. Ça a été très positif. Et le jour vraiment où ça a changé, où nos parents étaient vraiment très très rassurés. Ils nous ont rendu visite, ils ont vu un petit peu notre environnement, ils ont vu comment les enfants étaient heureux, ils ont vu comment les choses ont changé. Ça voulait pas dire que voilà, on était triste là où on n'était pas forcément triste, mais on essayait de penser à long terme à ce qui allait venir plus tard, et on savait que les choses n'allaient pas rentrer dans l'ordre et n'allaient pas devenir meilleures. Donc les parents étaient très très contents. Franchement, quand que ce soit mes parents ou mes beaux-parents sont venus au Canada, le fait de voir nos enfants comme ça heureux, le fait de voir ma femme et moi-même heureux, puis même le fait de voir le couple aussi heureux. Parce que quand on vient au Canada, c'est pas forcément que pour ses enfants, c'est pour nous-mêmes. Ça, je l'avais dit sur une ancienne vidéo et j'insiste là-dessus.
J'insiste là-dessus parce que le bilan, il doit être fait sur ça et se dire comment je vivais ma vie de couple avant et comment je la vis aujourd'hui. Alors, le Canada va vous challenger dans le sens où la plupart du temps, vous êtes entre deux seulement. Il y a vous et votre épouse, ou vous et votre époux. C'est tout. Et le fait de se retrouver comme ça à deux, eh bien, ça va soit créer des problèmes, soit renforcer les choses. Et pour que ça se renforce, il va falloir qu'on y travaille. Il va falloir qu'on y travaille. Je peux vous dire, de notre côté, on a beaucoup travaillé. Il y a eu des hauts et des bas, comme un peu partout. Mais c'est-à-dire qu'on avait cette vision de on est là pour réussir et on est là pour que notre vie soit meilleure. Okay. Est-ce qu'elle est meilleure aujourd'hui? Certainement. Est-ce qu'on a tout fait pour réussir? Est-ce qu'on peut améliorer les choses? On n'a certainement pas encore tout fait, on peut toujours améliorer les choses et on y va et on discute. Et après, encore une fois, nous sommes des êtres humains, on mûrit avec le temps, on grandit. Moi, je suis venu, j'avais 32 ans, aujourd'hui j'en ai 39. Ouais, on se rapproche un petit peu de la quarantaine, bientôt de la cinquantaine. Et c'est des choses qu'il va falloir faire évoluer dans sa tête et se souder en tant que couple. Et voilà, et puis essayer de trouver l'équilibre. Et encore une fois, je le disais dans une des vidéos précédentes, ceux qui réussissent sont ceux dont le couple est solide. Alors oui, donc côté famille, côté parents, les choses ont été positives. Malheureusement, encore une fois, la pandémie a eu un effet dévastateur sur plusieurs familles, sur plusieurs immigrants. Hein. Malheureusement, je connais beaucoup de personnes qui ont perdu leur famille pendant ce temps-là. Moi-même, j'ai perdu mon beau-père pendant la pandémie. Ça a été très très dur. Le fait de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir assister aux funérailles, à l'enterrement, c'est quelque chose que je ne peux même pas, je peux même pas décrire en fait. Et je sais que beaucoup de personnes ont été dans ce cas-là. Mais encore une fois, il faut se dire qu'on a pris une décision. La décision n'a pas été facile. Hein. La décision n'a pas été facile. Et qu'on a été frappé par un événement extraordinaire que personne n'attendait. Personne ne s'y attendait. On ne pensait pas qu'un jour on allait être bloqué chez soi pendant pratiquement 2 ans. Qu'on n'aurait pas pu voir nos parents pendant 2-3 ans, que plusieurs pères et mères disparaîtraient comme ça à cause d'une maladie qui est venue de nulle part. Donc encore une fois, il faut relativiser un petit peu et se dire que au final, même si on a dû passer par une période difficile, même si on a été frappé par quelque chose d'aussi dur, ce n'est pas forcément à cause de notre décision d'immigrer. Okay? Il ne faut pas se sentir responsable de ces choses-là. Il y a des décisions qui sont prises par le Créateur. Et voilà, parfois ça nous frappe, parfois ça nous fait beaucoup de mal. Mais il faut rester positif dans le sens où la vie doit continuer. Tant que nos enfants sont heureux, tant que nos enfants profitent de cet environnement, et tant que les choses sont positives dans notre vie, il faut continuer d'avancer. Un autre aspect de l'immigration, et ça c'est un aspect très très négatif, franchement qui nous a valu beaucoup de stress, c'est tout le process pour avoir la citoyenneté. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a affaire à Immigration Canada, c'est une catastrophe. Il faut le dire, on ne le dit pas assez. Et je le dis et je rends ça public, que ça plaise ou non, quelles que soient mes fonctions demain, même si je deviens ministre, je ne compte pas l'être, mais je tiens à le dire. Immigration Canada est catastrophique. C'est un service qui vous rend chèvre, qui peut vous rendre malade. Moi, ça m'a rendu malade pendant le processus d'immigration et c'était encore pire pour la citoyenneté. C'est-à-dire que on a déposé nos dossiers. Bon, oui, il y a eu la pandémie entre-temps. Notre rendez-vous pour l'examen de citoyenneté était pour le 17 mars 2020. Le 14 mars 2020, tout a fermé à Winnipeg, au Manitoba. D'accord? Bon, ça, je comprends, il n'y a pas de souci. Une année après, aucune nouvelle. Alors que des gens qui avaient déposé leur dossier après nous, avaient eu leur citoyenneté. Où est la logique dans tout ça? Aucune.
On les relance. On a relancé, on a demandé un traitement urgent parce que voilà, après le décès de mon beau-père, on devait rentrer pour essayer d'aller au moins voir la tombe. Et puis la seule option, c'était d'aller sur Paris et de prendre un vol de rapatriement à partir de Paris pour rentrer à Alger. Bon, ça, je vous évite un peu les détails parce que c'est compliqué, mais donc pour faire ça, en tant qu'Algérien, on a soit besoin d'un visa ou on a besoin d'un passeport canadien. Donc on leur a dit, voilà, ce qui s'impose aujourd'hui, c'est d'avoir ce passeport-là, et on ne comprend pas de toute façon pourquoi les choses sont à l'arrêt, pourquoi vous ne nous aidez pas. Alors ils ont répondu, bon c'est vrai, il y a eu beaucoup de réactivité là-dessus, et puis on commence à avoir des emails, des back and forth, et là, les emails que je recevais, les commentaires que je recevais, étaient lunaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui va lire un document, il voit qu'il y a écrit 100, il va vous dire, moi je suis en train de lire 333. Voilà, c'était aussi fou que ça. Et la personne, je lui disais, mais attendez, je pense qu'il y a incompréhension, c'est soit vous n'avez pas compris, soit moi je n'ai pas compris. Mais de ce que je vois, c'est vous qui comprenez pas. Puis il y avait une arrogance par email pour les réponses. Ça, c'était juste parce qu'ils voulaient bien sûr vérifier mes voyages pendant que j'étais résident. Et tout était très clair. Sauf une seule section, c'est quand on avait notre visa visiteur, quand on était venu en visite exploratoire, il me disait c'est quel statut que vous aviez. Je dis mais j'avais un statut de visiteur temporaire, c'est comme ça que vous l'appelez ici, c'est un statut de touriste. Non mais je ne comprends pas. Comment ça vous comprenez pas? Non, je ne comprends pas ce que vous me dites. Il n'y a aucune preuve que vous aviez ce statut-là. Et là, je dis à la personne, bon, il y a deux preuves. La première, c'est ce visa-là que vous voyez à la page telle page de mon passeport. Et il y a aussi vos systèmes. C'est-à-dire que si vous checkez vos systèmes, vous allez voir que vous m'avez accordé un visa tel jour, telle année, et que je vais voyager tel jour, telle année. Non, je comprends pas. Donc là, ça a été très stressant. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Puis ça a été, voilà, stress après stress après stress. On a finalement pu faire passer la chose. On n'avait même pas à la faire passer, elle devait passer toute seule. Mais encore une fois, ça c'est un des stress qu'on subit tout le temps. Et moi-même, de toute façon, je m'engage en fait à continuer à me battre contre ça et à parler et à discuter avec nos politiques et à rapporter en fait toutes ces choses que l'on vit que les Canadiens ne voient pas. Les Canadiens ne vivent pas ces choses-là. Malheureusement, enfin heureusement pour eux, mais malheureusement pour nous, ça c'est un service avec lequel les Canadiens n'ont pas du tout à entrer en contact, sauf s'ils veulent parrainer un époux ou une épouse. Le seul Canadien qui a compris notre douleur, c'est un ami dont la femme est coréenne et qui a dû passer par ce processus-là. Il a vu un petit peu comment Immigration Canada traitait les gens et il était choqué. Donc ça, sincèrement, ça c'est une des choses là qui a été les plus difficiles à vivre pour nous avec tout ce stress là, et le fait que voilà, vous avez des gens au bout du fil ou au bout d'un email qui vous répondent et qui vous traitent de manière dégradante. Et voilà, ça c'est des choses qu'il va falloir changer, ça va certainement changer avec le temps. Combien de temps, je ne sais pas, mais on va avoir besoin de l'aide de tout le monde, c'est-à-dire qu'il va pas falloir se taire et ne pas arrêter de communiquer par rapport à ça et faire arriver cette information-là aux gens qui doivent l'entendre. Alors il faut quand même souligner le point positif par rapport à la citoyenneté, c'est-à-dire que quand on a un passeport canadien, mon Dieu, on se fait respecter. C'est incroyable. C'est vraiment en fait choquant la différence de traitement qu'on va avoir. Je me souviens la première fois que j'étais parti en Europe, j'étais arrivé à Paris avec mon passeport algérien et un visa. La dame m'avait parlé de façon vraiment horrible en me demandant mon billet retour et tout, alors que j'étais là-bas pour du travail. Et une fois que j'ai eu le passeport canadien, quand je suis passé par la PAF française, c'était le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il y avait un respect total, j'avais reçu aucune question, les gens vous respectent, vous sourient, et même chose un petit peu partout, hein. Je suis parti à Cuba, même chose, je suis parti au Mexique, même chose. C'est un passeport qui a beaucoup de valeur. Et si je devais citer un autre point très très positif,
par rapport à cette immigration, par rapport à ces 7 années au Canada, c'est le fait de devenir Canadien, c'est le fait de vivre Canadien, c'est le fait de se comporter comme un Canadien, mais c'est aussi le fait de voyager et d'aller voir le monde en tant que Canadien. On a beaucoup plus de valeur sur l'échiquier mondial, qu'on le veuille ou pas, et ça n'a pas de valeur. Parlons maintenant des choses négatives. Il y en a. Est-ce qu'il y a des regrets? Certainement. Alors, pour résumer, aucun regret d'avoir immigré au Canada. C'est-à-dire que je ne vois pas d'autres options, je ne vois pas d'autres pays qui pourraient être aussi attractifs et qui auraient pu nous laisser nous épanouir comme on l'a fait. Et encore une fois, je fais vraiment la différence entre le Canada avant la pandémie et après la pandémie. Ce n'est plus le même pays. Donc on est très heureux de nos 7 années de vie ici. J'irai peut-être nos 4-5 premières années. Les 2-3 dernières années ont été un peu plus difficiles. Mais est-ce que ça se compare ailleurs? Déjà, ça ne se compare pas au pays d'où on vient. Clairement, on est très heureux. Nous avons 2 filles et un fils qui sont épanouis, qui vivent très bien leur vie ici, avec tous les problèmes qu'on connaît au Canada. Aujourd'hui, je dois avouer que je ne suis pas certain personnellement de rester au Canada toute ma vie pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est le froid. Je ne sais pas si je pourrais supporter ça très très longtemps, surtout si j'ai la chance de devenir vieux, ça va être quand même compliqué. C'est-à-dire que soit on fait comme le font les Canadiens, les fameux snowbirds, on prend l'avion et on va vivre au Mexique pendant 4 mois, 5 mois, ou alors on va vivre ailleurs. De toute façon, à partir d'aujourd'hui, à partir de demain ou dans 10 ans. C'est des choix de vie qui sont quand même assez importants, qui sont quand même très lourds, surtout quand on a des enfants. Le système éducatif canadien est quand même excellent. On ne veut pas perturber ses enfants et aller ailleurs. Moi, personnellement, ce qui manque le plus, c'est 2 choses. Un, la chaleur humaine. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve malheureusement pas au Canada. Non pas parce que les gens ne sont pas chaleureux, mais c'est juste, voilà, la culture. Et puis notre culture à nous. Je ne veux pas dire que notre culture à nous est la meilleure. Mais on a été éduqués comme ça. C'est-à-dire on va toujours aller vers les autres. On va toujours avoir du mouvement un peu à droite à gauche, ce qui n'est pas le cas au Canada. La deuxième des choses avec laquelle je suis pas très très heureux, pas super content encore une fois, c'est le froid. Le froid, je suis pas quelqu'un qui aime le froid. Dépendamment des années, il y a des années où c'est un peu plus difficile, il y a des années où c'est un peu plus facile. Cette année a été une année sympathique. Question froid, il n'a pas fait très froid, on n'a pas eu beaucoup de neige. Donc voilà, ça compense. Alors que l'année dernière a été très très difficile, que ce soit moralement, physiquement. Avec le froid qu'il y a eu, on a eu des inondations, on a eu beaucoup de neige. Ça a été compliqué. Donc il va falloir peser le pour et le contre et se dire, ok, aujourd'hui je suis là, est-ce que demain j'ai envie d'être ici? Pour l'instant c'est un oui. Demain je ne suis pas certain que ce soit un oui. Et c'est ça en fait c'est ça le bonheur de la vie. C'est de pouvoir se dire, voilà, je suis un citoyen du monde, j'ai mes options un petit peu partout, je peux vivre ici au Canada, je peux aller ailleurs, ce serait quoi la meilleure option? Et là, on va les étudier tranquillement, tout doucement. Je veux pas qu'il y ait de rumeurs, des personnes qui vont dire j'en vois tout de suite, Marouane va quitter le Canada. Non, c'est pas dans les plans. Est-ce qu'on va rester au Manitoba aussi? Là non plus, je suis pas certain. Le Manitoba, c'est quand même plus froid qu'ailleurs. On adore la ville ici. On trouve que Winnipeg, c'est vraiment un endroit idéal, génial pour élever ses enfants. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas beaucoup de tentations. Voilà, c'est un peu moins compliqué. Après, je suis quelqu'un qui aime voyager. Voyager à partir de Winnipeg, c'est compliqué. Les vols coûtent beaucoup plus cher, mais est-ce qu'on va changer de province uniquement parce qu'on veut voyager? Je ne pense pas. Les options sont sur la table, il se pourrait qu'on bouge, il se pourrait que non. Mes investissements sont ici, j'aime investir dans l'immobilier à Winnipeg. Est-ce que je pourrais tout laisser derrière moi et partir? Je ne pense pas. Est-ce que j'ai envie de tout vendre? Non, ce serait bête. Voilà, donc ça c'est des choses avec lesquelles on est heureux ou on est moins heureux. Je dirais que le Canada d'aujourd'hui, grosso modo,
Surtout par rapport à ce qui se passe dans les écoles. Je vais être cash là-dessus parce qu'on m'a posé la question sur une autre vidéo. J'ai été critiqué par rapport à ça et je peux comprendre, c'est-à-dire que les gens veulent entendre les choses et je vais vous dire les choses directement. Je vais même faire une vidéo par rapport à ça. Mais pour moi, toutes ces théories du genre là qu'on est en train de ramener dans le débat, dans des écoles, qu'on est en train de, entre parenthèses, forcer un petit peu sur les enfants, leur dire que voilà, il y a certaines choses qui sont acceptables. Dire à un enfant par exemple qu'on peut ne pas être garçon ou qu'on peut ne pas être fille, ou on peut se sentir fille lorsqu'on est garçon. Écoutez, ça c'est des choses qui existent dans la nature, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est des débats qu'on n'a pas à avoir dans des écoles. C'est ma réflexion, c'est ma façon de voir les choses. Ça ne fait pas de moi un homophobe ou un transphobe, pas du tout. Les adultes peuvent vivre leur vie comme bon leur semble, je ne suis pas là pour les critiquer, bien au contraire. Vivre sa vie sans embêter les autres avec ses idéologies, il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'on commence à rentrer dans la tête de mes enfants, ça, je ne le conçois pas. Je conçois parfaitement qu'on dise à mes enfants d'être respectueux, que l'orientation sexuelle ou voilà, comment quelqu'un est fait, à quoi il ressemble, à quoi il s'identifie n'est pas important. Pas de souci. Pas de souci. Je n'ai aucun souci avec ça, bien au contraire. Je pense que c'est ça qui manquait d'ailleurs dans nos pays respectifs où voilà, les minorités n'étaient pas forcément bien traitées, que ce soit les minorités en termes d'orientation sexuelle, les minorités religieuses. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que moi-même, j'estime avoir fait partie d'une certaine minorité parce que mes idées n'étaient pas celles de la majorité. Je comprends cela parfaitement. Par contre, le fait d'aller laver le cerveau des enfants et de toujours taper dessus comme ça, ce qui se passe aujourd'hui dans l'Occident, ce qui se passe notamment en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, pour moi, c'est des choses qui sont pas du tout acceptables. Elles sont pas acceptables et je ne veux pas que mes enfants évoluent dans un environnement comme celui-là. Donc si j'ai un gros point noir dans mon bilan, ça va être ça. Ça va être que le Canada d'aujourd'hui, avec son idéologie, ne me convient plus. Ne convient pas à ma façon de voir l'éducation de mes enfants. Et c'est quelque chose contre lequel, moi personnellement, je ne me tais pas. C'est-à-dire, je me bats contre les choses et je me bats pour que les choses rentrent dans l'ordre. Ou du moins, qu'on n'englobe pas mes enfants dans des discussions comme ça et qu'on ne leur lave pas le cerveau avec des idéologies comme ça. Maintenant, je vais encore une fois en parler très ouvertement, juste pour faire passer mon message, mon idée et comment je vois les choses. Pour moi, le sexe est lié au genre, d'accord? La théorie qui vient des années 60 reste une théorie qui n'est absolument pas fondée et qui n'a aucune base scientifique, et encore, les bases scientifiques ont été démontées, blablabla. Donc, pour ceux qui viennent et qui ont peur de ces choses-là, je vous dis clairement, vous allez devoir passer par là. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez éviter, sauf si voilà, vous mettez vos enfants dans des écoles ethniques, et là on passe encore une fois d'un extrême à un autre. C'est-à-dire on enlève les enfants du système public et on va les mettre dans une cage dorée ou avec des personnes voilà, qui vont avoir uniquement les mêmes croyances que nous. Je pense pas que ce soit non plus la meilleure des solutions. Je veux que mes enfants vivent dans un environnement qui soit ouvert, public, où tout le monde peut vivre tranquillement sans avoir aucun problème. Par contre, je veux aussi qu'on respecte la façon dont je veux éduquer mes enfants. Je veux qu'on respecte mes idées, d'accord? Et malheureusement, le Canada d'aujourd'hui est un Canada pratiquement à pensée unique. C'est-à-dire que si on ne pense pas comme cela, eh bien, on est forcément homophobe, transphobe. Voilà, tous ces noms-là qui nous viennent un petit peu de partout. Donc la question c'est, est-ce que ça va me pousser à quitter le Canada, à prendre mes enfants et aller ailleurs? Peut-être. Mais je ne suis pas quelqu'un qui accepte comme ça les défaites ou qui, voilà, part une fois que les choses ne se passent pas comme il veut. Non, pas du tout. Je suis venu dans ce pays parce que ce pays m'a donné la possibilité d'être comme je le veux, de réfléchir comme je le veux. Et ce pays a toujours été ouvert. Okay? Maintenant, je trouve que ce pays n'est plus aussi ouvert qu'avant, bizarrement. Certains le voient très ouvert, moi pas du tout. Je le vois pas assez ouvert, pas aussi ouvert qu'avant. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus aujourd'hui toutes les pensées. Et si vous pensez différemment que
le motto politique et social global, eh bien vous devenez un ennemi. Je ne m'estime pas être l'ennemi de qui que ce soit et je n'estime pas que tous mes amis qui sont autour de moi, qui disent la même chose, soient les amis de qui que ce soit. Nous sommes des gens qui veulent vivre leur vie tranquillement, comme ils veulent, avec leurs propres valeurs, avec leurs propres idées. Et on sera toujours respectueux de tout le monde. Et on veut aussi que les gens nous respectent par rapport à cela. Voilà, c'était donc le bilan de nos 7 années au Canada, 16 avril 2016, 16 avril 2023. Beaucoup de choses se sont passées, de très très bonnes choses, des choses moins bonnes. Un avenir qui s'avère radieux et je le pense qui s'avère positif avec des challenges dont je vous ai parlé. J'ai partagé avec vous un petit peu tout aujourd'hui par rapport à ma vie, par rapport à ma pensée, peut-être un peu trop, mais j'estime qu'il est important d'être transparent et de dire les choses comme elles le sont avec voilà, un côté humain, un côté ouvert. Juste pour que vous ayez une idée sur les challenges d'aujourd'hui au Canada, les choses qui vont vous aider à mieux vous intégrer et à mieux vivre votre immigration. J'espère vraiment que tout le monde puisse arriver au point où j'en suis aujourd'hui, se dire que j'ai pris la bonne décision, que ça a été difficile et que j'ai pu vaincre toutes les difficultés. Et si on arrive à faire tout ça, honnêtement, rien d'autre n'est important. Voilà, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très très bientôt pour un autre sujet. Au revoir. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.